comment piloter un projet d'agriculture en vivant à l'étranger? Si vous faites partie de la diaspora africaine, alors vous vous êtes probablement déjà posé cette question-là. Est-ce qu'il est possible de vivre en France, de vivre en Allemagne, ou je ne sais pas trop où, en Occident, et de piloter un projet d'agriculture ou d'élevage dans son pays d'origine? Écoutez, la réponse elle est simple, elle est oui. Et aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre d'un entrepreneur qui l'a fait. Et il va nous partager, comme d'habitude dans cette chaîne, les secrets, les astuces, les réalités de ce qu'il a fait, de sa démarche entrepreneuriale et de comment il fait pour pouvoir piloter cette activité-là à distance. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin afin de ne rien manquer. Donc salut, c'est Philippe de Investir au Pays, la chaîne qui aide la diaspora africaine à entreprendre et à investir. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à faire tes 2 premiers pas. Le premier, c'est de t'abonner à cette chaîne et ensuite d'activer les notifications, c'est-à-dire la petite cloche, afin de pouvoir recevoir gratuitement chacun de nos contenus. Et le deuxième, c'est de pouvoir aller dans la barre de description afin de cliquer sur le lien pour recevoir gratuitement dans ta boîte email le livret que j'offre intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un livret qui va te permettre de te bâtir un bon mindset avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc comme j'ai annoncé tout à l'heure, aujourd'hui je reçois dans le cadre d'une interview pour la chaîne un entrepreneur qui a un parcours génial et sans plus tarder nous allons aller à sa rencontre. Salut Joseph. Salut. Écoute, merci beaucoup d'être resté avec nous pour la deuxième partie. Dans cette partie, comme d'habitude, on va parler un peu plus de toi, de comment tu as vécu les choses. Et d'entrée de jeu, est-ce que tu peux me dire, d'après toi, c'est quoi un entrepreneur? Alors, un entrepreneur, c'est une personne qui a une vision, qui s'autorise à essayer de l'atteindre et qui persiste dans l'action pour l'atteindre. Très bien, ok. Du coup, toi qui es dans l'entrepreneuriat maintenant depuis quelques temps, tu nous as dit dans la première partie que tu avais un background de philosophie. Ce n'est pas le background commun pour les entrepreneurs. Quand est-ce que tu as su que tu étais sur quelque chose qui pouvait vraiment marcher et donc que tu pouvais tout lâcher comme tu l'as fait pour te plonger dedans? Et comment tu l'as fait? Est-ce que ça a été progressif? Est-ce que tu as une famille, des enfants? Je ne sais pas. Comment est-ce que ces personnes-là ont vécu ça? Est-ce qu'il y avait eu de l'appréhension, de la peur? Bref, je te laisse nous raconter. Oui, ça c'est une très très bonne question. J'ai pas beaucoup eu l'occasion d'en parler, j'en parle pas d'ailleurs. C'est une très grande aventure qui demande beaucoup de responsabilité, qui demande beaucoup de capacité à agir dans un environnement complexe par rapport à une vie personnelle bien remplie. J'ai une femme, j'ai 2 enfants qui sont petits, qui ont besoin que je sois à côté pour les accompagner. Je suis originaire d'un pays que je trouve extraordinaire, le Sénégal, et j'ai envie d'apporter ma contribution à son développement. Et dans tout ça, je vis en France depuis 20 ans et je me suis formé ici et j'ai travaillé ici. Et comment faire dans tout ça? Alors, je disais que c'est une grosse aventure, c'est une très grande aventure parce que d'entrée, ça demande des renoncements. Renoncement à une carrière, on va dire ça comme ça, une carrière professionnelle. Moi, j'avais un travail très intéressant. Je suis passionné de ce que je faisais et je gagnais bien, très très bien ma vie. Et j'ai dû renoncer à un salaire très important pour me consacrer à ce projet-là. Parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai cru que c'était possible de faire quelque chose. Là où peut-être beaucoup pensaient que c'est impossible. Mais est-ce que tu as eu des signes? Est-ce que c'est ton étude de marché sur place? Est-ce que c'est ton année passée au Sénégal? Qu'est-ce qui t'a conforté dans le fait que ça va marcher, je peux prendre ce risque-là? Alors, est-ce que tu as commencé à faire les deux en même temps? Oui, bien sûr. Moi, le séjour au Sénégal a beaucoup changé parce que moi, je vivais déjà en France depuis 15-16 ans. Je n'étais pas encore retourné au Sénégal. Tu avais un peu oublié les réalités. Et donc, quand je suis reparti là-bas, en plus, c'était un paradoxe parce que j'étais un expatrié dans mon propre pays. Je suis parti au Sénégal en tant que Français. Et je travaillais pour une institution française. Mais je ne pouvais pas aussi, ne pas voir ce qui se passait autour de moi, les jeunes qui étaient à côté de moi, la difficulté qu'ils avaient à trouver du travail. En réalité, j'ai ressenti quelque chose que j'appelle une responsabilité sociale citoyenne. La France m'a beaucoup donné, mais le Sénégal m'a vu naître. Et je me suis dit que j'étais peut-être dans une position où je pouvais apporter quelque chose de concret,
Et pour moi, j'ai aussi compris dans mon activité professionnelle que l'éducation n'avait de sens que si on arrivait à intégrer économiquement les jeunes pour leur permettre de prendre place dans l'échange social. Et c'est ce qui m'a conforté dans cette idée d'aller dans cette activité, de me reconvertir en entrepreneur, parce qu'avant j'étais un gestionnaire de projet. Mais je pense que ce qui a été déterminant, c'est le fait d'avoir eu des jeunes qui tout de suite ont accepté de me suivre dans ce projet-là, ont accepté d'être des relais, de porter le projet, parce que moi je ne me suis jamais positionné en réalité comme un porteur de projet, mais comme un promoteur. Une personne qui a peut-être une idée, qui a eu la chance d'avoir un peu d'argent, mais qui souhaite travailler avec des gens qui vivent sur place et avec lesquels il fallait trouver des solutions à des problématiques sociales. D'accord, très bien. Et du coup aujourd'hui, comment tu fais pour piloter tout ça à distance? Oui, comme je disais, moi je pense que le plus important c'est de constituer une équipe sur place qui va dans la même direction. C'est-à-dire qu'il faut partager une vision. Et moi j'ai eu la chance de constituer cette équipe-là, tout doucement, mais par la réalité concrète. Parce que moi le plus important pour moi c'était de partager cette passion, de mettre en place des activités, de travailler sans tout de suite parler d'argent. Parce que c'est des jeunes qui travaillaient sans être rémunérés, tout simplement. Parce que le but c'était simple, c'est-à-dire que l'idée de base c'est qu'en travaillant dans ce projet, en fait ils créent leur propre emploi. Quand on produit, on vend, et à chaque fois qu'on vendait, je divisais ça en 3 parties. Une partie, je les rémunérais, une autre partie, on le gardait en trésorerie, une autre partie, on le réinvestissait en fait. On a travaillé comme ça pendant 2 ans. D'accord. Et voilà, moi, je n'avais pas de rémunération, j'ai injecté tous les mois 300 € pour tenir, pour que ça tienne quoi, au niveau de l'approvisionnement en aliments pour les animaux. Il fallait vraiment que les jeunes soient intéressés, pas par rapport à l'argent qu'ils peuvent gagner tout de suite, mais par rapport à l'œuvre qu'ils vont créer au Sénégal, et pour autant ça leur permettra de gagner des sous. Tu les as intéressés par exemple? Je les ai intéressés par ce biais-là, mais en leur disant tout de suite que moi, j'ai fait les études économiques. Le projet a été valorisé à hauteur de 250 000 €. Et d'entrée, je leur fais comprendre que les jeunes qui me suivront jusqu'au bout de la phase pilote seront mes associés en fait. L'effort qu'ils auront produit pendant ces 3 ans sera transformé en parts, et ils auront chacun systématiquement, automatiquement 5 €, 5%, 5% de l'activité, et qui en feront des associés. Ils ont tenu. Ils ont tenu. Il reste encore 6 mois, mais... Il reste 6 mois, mais tu as la même équipe depuis le début. C'est ça qui est le plus important. Sauf accident. Mais voilà. Ça veut dire en plus que tu as capitalisé la formation que tu as faite, parce que l'expérience, elle est restée là. L'expertise est restée sur place. La main d'œuvre est la même. C'est génial, c'est génial. Franchement, c'est génial. Et ils t'ont fait confiance, et aujourd'hui, ils sont en train de récolter les fruits de la confiance et du risque qu'ils ont pris en travaillant avec toi. Si c'était à refaire aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais différemment? Qu'est-ce que je ferais différemment? Bon, après c'est difficile avec un peu de recul. Enfin, j'ai pas de recul, mais en termes de... Moi, j'étais très attaché à la conduite de projet, parce que je n'ai pas voulu tout de suite me positionner comme quelqu'un d'indispensable. Sachant que je vis encore en France, donc il fallait que je puisse manager le projet à distance. Donc il fallait effectivement mettre une méthode qui me permettait à la fois d'être là, mais de donner suffisamment d'autonomie justement aux jeunes qui sont sur place. Donc au niveau de la méthode, je ne pense pas que je ferais différemment, mais c'est au niveau peut-être de mes présences physiques sur place. Parce qu'en fait, il se trouve que c'est une réalité, nous n'avons pas la même culture professionnelle. Oui. Et ça crée effectivement une problématique en termes de compréhension tout de suite des enjeux. Oui. Et les jeunes, ils sont effectivement très centrés sur l'opérationnel, mais pas sur la vision. Et donc, je pense qu'il faut davantage que j'insiste sur la vision du projet,
pour qu'il soit à même de dépasser une limite qui est là, ils ne s'en rendent pas compte, c'est-à-dire d'avoir de l'ambition, de voir plus grand que ce qu'ils ne font actuellement. D'accord, ok, mais ça tu y travailles j'imagine alors. Oui, j'y travaille d'arrache-pied. D'accord, très bien. Aujourd'hui en France, tu travailles aussi avec pas mal de jeunes finalement. Comment tu fais pour travailler avec des gens qui ont fait des grandes écoles, pour les motiver dans un projet comme celui-là? Quel est le discours que tu leur tiens pour fédérer autour de toi des personnes au pays? On peut se dire qu'eux ils cherchent du boulot, donc ça les intéresse de trouver quelqu'un qui peut leur permettre de trouver du travail. Mais comment tu fais pour fédérer en Occident des gens qui ont fait de grandes écoles, qui travaillent dans de grosses entreprises, pour qu'elles puissent te suivre dans ce projet-là? Oui, ça c'est une grande histoire. En fait, c'est vraiment une démarche globale. Moi, en même temps que je mets en œuvre le projet de la ferme Ecoland, bon, l'idée de base c'était quand même d'engager résolument dans la contribution au développement du Sénégal. Et j'avais lancé comme ça une discussion sur LinkedIn il y a un moment sur comment dire, un groupe qui s'appelle Compétences sénégalaises du monde, où j'avais posé une question très simple, hein. Comment les jeunes de la diaspora sénégalaise peuvent-ils contribuer au développement du Sénégal? Et c'est une discussion que j'ai animée pendant 3 mois où beaucoup de jeunes ici se sont exprimés et sur les voies et moyens de contribuer à l'effort de développement du Sénégal. Et de cette discussion est né un mouvement qui s'appelait Here We Go, nous y voilà, on y va. Et donc j'ai eu la chance d'être suivi par une vingtaine de jeunes sénégalais qui vivent en France, nés au Sénégal ou nés en France, qui effectivement la plupart du temps travaillent dans des grands groupes ici ou sont étudiants dans des grandes écoles, qui m'ont suivi et dans ce mouvement-là pour réfléchir. Et ce mouvement a abouti à une association qui s'appelle ADIS, l'Association pour le développement par l'innovation sociale au Sénégal. Donc où on regroupe, effectivement nous sommes 20 au Sénégal et il y a une dizaine de jeunes Sénégalais, puisque la discussion était ouverte à tout le monde. Il y avait des Sénégalais qui étaient au Sénégal, qui ont participé à la discussion et qui nous ont aussi suivis. Donc l'association a son siège social en France, dans le 5e arrondissement, mais aussi un bureau au Sénégal avec un coordinateur sur place. Et donc du coup effectivement là il faut imaginer que j'ai été puisé tout simplement dans le groupe des ressources où j'ai beaucoup d'ingénieurs, il y a des juristes et voilà, j'ai des experts comptables et surtout les jeunes qui sortent de grandes écoles et donc qui ont des compétences. Et moi j'ai construit mon groupe comme ça de 4 jeunes de moins de 25 ans, hein, il y en a une jeune fille qui est experte formation, qui travaille dans un très grand groupe dont je tairai le nom, un autre jeune garçon qui est expert en stratégie digitale et communication, un jeune qui est spécialiste en achat et une autre jeune fille qui est actuellement contrôleur de gestion. Très bien. Mais écoute, pour sortir de cet entretien, 2 questions. La première, d'après toi, qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'entrepreneuriat? Quels sont les pièges? Et enfin, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui nous regarde là et qui hésite ou qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, soit ici, soit en Afrique, mais quelqu'un d'origine africaine? Qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil? Alors, moi je pense que c'est d'abord un état d'esprit. Hein? Quand on entreprend pour résoudre un problème qu'on a identifié, qu'on a repéré. Après, il faut vraiment être conscient, quand on s'engage dans l'entrepreneuriat, on s'engage dans l'incertitude. Donc il faut quand même avoir une capacité à gérer l'incertitude. Mais une incertitude dans une vision certaine. C'est-à-dire on sait ce qu'on veut, mais on ne sait pas comment y aller. Mais le plus important, c'est d'y aller. Hein? Et de s'armer de patience, en se disant que le meilleur allié de l'entrepreneur, c'est le temps. Mais le plus important, encore une fois, c'est de comprendre qu'on ne peut rien faire tout seul. Et qu'il faut d'emblée être au clair par rapport à ce qu'on a envie de faire et essayer de faire en sorte qu'il y ait des gens qui s'y intéressent le maximum possible. Et de ces gens qui s'y intéressent, il y aura des gens qui vont vouloir nous accompagner concrètement dans la réalisation de ce projet-là. Donc quand on entreprend, on pilote une action. Très bien. Écoute, c'est très beau ce que tu as dit pour la fin. Je trouve ça très juste, très pertinent. Merci beaucoup. C'est moi.
d'avoir pris le temps de faire ces deux interviews avec nous. Je te souhaite beaucoup de courage. Merci. Et j'espère pouvoir revenir te voir d'ici 1 ou 2 ans pour voir l'avancée du projet et faire un petit compte rendu à nos abonnés, histoire de suivre ton projet, parce qu'on va te suivre maintenant pour voir comment ça va évoluer, et on espère que d'ici quelques années, tu atteindras tes objectifs et peut-être même que tu vas les dépasser et que tu seras un vrai acteur industriel. On n'en a pas parlé, mais c'est évident que tu as été influencé par Songhai quand, quand on voit comment tu travailles et comment tu te développes. Et je pense que Songhai, c'est un bon modèle, et toi, tu as en plus apporté un volet formation. D'ailleurs, ça me permet quand même de te poser la question, parce que je pense que c'est super important. Toi, tu te démarques quand même de Songhai par rapport à l'aspect formation. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui? Alors, Songhai fait de la formation. Hein. Oui. C'est vrai que nous ne sommes pas dans la même démarche. Songhai a été mise en place pour répondre à des besoins quotidiens. J'ai envie de dire ça. Songhai est dans la survie, c'est-à-dire doter les jeunes sur place des moyens de survie à partir de l'agriculture, les former sur place pour qu'ils puissent produire et en vivre. Moi, je me démarque pas, mais j'évolue un peu dans l'air du temps, en me positionnant sur beaucoup plus l'aspect économique. Parce que pour moi, aujourd'hui, l'impact social ne se mesure que dans la capacité à produire de la richesse en amont. Et donc, j'innove, je me démarque de Songhai par rapport à l'offre de services. Je vais innover dans le service, c'est-à-dire la formation, mais par les jeunes eux-mêmes. Ce n'est pas moi qui va leur fournir comme ça une formation, mais nous, nos formations vont être élaborées à partir des contraintes que nous aurons, auxquelles nous serons confrontés justement dans la mise en œuvre des unités de production. L'innovation à ce niveau-là. Et Songhai, encore une fois, m'a beaucoup inspiré. J'ai trouvé incroyable ce que ce monsieur faisait. Et pour moi, c'était une responsabilité en tant que jeune africain de continuer ce mouvement en le mettant dans l'air du temps, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir un impact social tout en gagnant de l'argent et faire rayonner l'Afrique. Voilà. Donc ça, c'est super important. Mais il y a vraiment, moi j'insiste beaucoup sur un aspect qui est le plus important pour moi. Je pense qu'on ne fait pas attention à ça, mais aussi mon parcours professionnel qui m'a amené à identifier ça. C'est la dimension éducative dans la démarche entrepreneuriale. On a tendance à dire aux jeunes Africains d'entreprendre, allez-y, entreprenez, je vous donne un terrain, je vous donne des subventions, je vous forme et ça y est, c'est bon, ça va marcher. Bon, la réalité fait que ça ne marche pas. Moi, j'invite vraiment nos gouvernements à travailler sur l'éducation à l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est le maillon qui manque et moi, c'est ce que je fais. J'éduque les jeunes à l'entrepreneuriat en les mettant à l'épreuve du terrain sans forcément qu'on mette en avant la dimension économique au départ. Très bien. Écoute, merci beaucoup Joseph. C'est moi. La fin était, la deuxième fin était tout aussi intéressante que la première. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je te souhaite vraiment d'accomplir tes projets. Et je reviendrai te voir dans quelques temps pour pouvoir faire un petit bilan. C'est moi-même qui vais t'inviter au Sénégal. Ah, ce serait génial. Hein. Et comme ça, tu pourras interviewer les jeunes qui sont à l'œuvre sur place. Et ce sera avec un plaisir que nous allons montrer à tes milliers d'abonnés l'intérêt du travail que tu fais. Parce que nous avons ça aussi en commun, c'est-à-dire donner envie. Donner envie, et sincèrement. Montrer ce qui se fait. Essayer d'éviter, de faire en sorte que les gens évitent certains pièges et tout naturellement je suis très disponible pour échanger avec des jeunes qui souhaiteraient se lancer en passant par toi, bien entendu. Merci beaucoup. C'est moi.
Merci beaucoup d'avoir suivi ces deux entretiens. Si vous n'avez pas suivi la première partie, je vous invite à regarder dans la barre de description. Vous allez trouver le lien vers la première partie de cet entretien. D'ailleurs, dans la barre de description, je vais aussi mettre quelques liens qui permettront de pouvoir voir le travail de Joseph, les liens qu'il me donnera et qui sont disponibles sur les réseaux sociaux, afin que vous puissiez vous-même voir de manière concrète la réalisation de tout ce qu'on s'est dit ici. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en introduction, à cliquer aussi dans la barre de description afin de télécharger gratuitement le livret que j'offre intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. Et puis comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, plus que 3 choses à faire: liker, vous abonner et partager. A très bientôt sur la chaîne.